Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des étapes pour faire un atterrissage en toute sécurité et confortable pour les passagers. Mais dans cette vidéo-ci, c'est la suite. C'est que les atterrissages en vent de travers représentent l'une des manœuvres les plus exigeantes sur le Boeing 737 nouvelle génération. L'objectif principal, c'est d'aligner l'avion avec la piste tout en maintenant les ailes le plus possible à plat. Puis ça, c'est important de bien le comprendre, on va en parler, afin de minimiser les risques de contact moteur-piste et d'assurer un toucher des roues simultané ou contrôlé. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les vents de travers sur un Boeing 737 nouvelle génération, c'est un défi. C'est pas si dur quand on est habitué d'en faire, parce que chez Air Inuit, on en fait suffisamment depuis beaucoup d'années. Ouais, les vents de travers, on connaît ça. Mais sur le Boeing 737 nouvelle génération, les moteurs sont très prêts. On a également les wingtips ici dessous. Je peux vous dire qu'on a des petites choses à vérifier, puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Chez Air Inuit, nous sommes équipés du SFP ou le Short Field Performance avec une position tail skid, ce qui permet une altitude légèrement plus élevée au touchdown par rapport aux versions standards. Mais mes amis, ça fait pas tout. Alors commençons par parler des 3 techniques approuvées et recommandées par Boeing. Les 3 techniques principales de crosswind landing ou atterrissage par vent de travers. La première technique, c'est celle qu'on utilise la majorité du temps, ça s'appelle le décrabe pendant le flare. En approche finale, on maintient le crabe pour se diriger vers la piste. Ça, c'est tout à fait normal. Et à la dernière minute, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre l'axe longitudinal de l'avion parallèle à la piste. Ça, on le connaît très bien. Et ça se passe juste avant le toucher ou pendant le flare. On applique du rudder dans le vent pour aligner le nez avec la piste. Et simultanément, on utilise les ailerons pour garder les ailes à plat. Il y en a beaucoup qui disent « on met pas d'aileron sur un Boeing 737 nouvelle génération ou Max. » C'est pas vrai. Non, c'est une légende urbaine. Mais oui, on en met des ailerons. Pourquoi qu'on en met des ailerons? C'est pour justement garder les ailes à plat. Donc, si le vent vient de la droite, quand on est en crabe et qu'on remet l'avion droite, automatiquement, il va falloir mettre un peu d'aileron à droite pour garder les ailes droites. Sinon, ça va ressembler à ça. Donc, on garde les ailes le plus possible à plat, par contre. On ne va pas mettre, justement, la roue du côté du vent en premier, parce que là, on peut avoir un sérieux problème. Oui, cette méthode a des avantages. Tout d'abord, les ailes restent presque plates au touchdown. Le toucher des 2 trains principaux aura lieu en même temps. C'est donc la meilleure technique sur une piste sèche. Et les points clés, le rudder va corriger le cap, comme on disait, et les ailerons vont corriger le roulis induit par le rudder. Et attention, on va mettre des ailerons, oui, mais pas pour pencher l'aile du côté du vent, mais pour justement remettre les ailes à plat pour atterrir l'appareil. La deuxième méthode, le touchdown en crabe ou crab only. Ouais, c'est pas une technique que j'adore personnellement. Oui, j'ai été mécanicien longtemps, donc apporter un avion en crabe et la laisser en crabe pour l'atterrissage. Ouais, mais ça, c'est pas l'idéal pour la mécanique, on s'entend. On garde le crabe jusqu'au contact avec la piste, 0 décrabage avant le toucher. Et ça, c'est approuvé, oui, mais quand l'utiliser, c'est lorsque les pistes sont très glissantes, pluie forte, neige, verglas, et ça réduit la dérive latérale au toucher, puis ça permet une activation rapide des spoilers et auto-break. Et il y a des inconvénients, oui, imaginez sur une piste sèche. L'avion a tendance à dévier vers le côté vent après le toucher et ça nécessite une application rapide d'aileron dans le vent après le touchdown. Et donc, Boeing recommande de le faire quand il fait mauvais, oui, c'est correct, mais déconseille fortement en fort vent sur piste sèche. Et donc, c'est pas une technique utilisée. Je vous dirais que on fait pas ça. Vous pouvez le faire si vous êtes pas capable de régler un crosswind, mais moi, je vous le dis, la première technique était vraiment incroyable. On arrive en crabe, donne du rudder, puis on garde les ailes à plat avec les ailerons. Ça, c'est génial. La méthode 3, side slip, wing low, aile basse. What? Ouais, ça, c'est une technique, on s'entend, old school. Ouais, je l'ai jamais vu, mais il y en a qui font ça, puis c'est approuvé par Boeing. En gros, on aligne le nez avec la piste à l'aide du rudder. On met l'aile du côté du vent plus basse, les ailerons dans le vent pour contrer la dérive. Et on maintient une légère glissade contrôlée. Et côté avantage, excellent alignement avec la piste, roue principale qui touche presque dans l'axe, mais il y a des inconvénients et limites importantes. C'est pour ça que je la recommande pas la troisième. Je reviens toujours sur la première que j'adore.
Ouais, ben c'est que plus on augmente le vent, ben plus on doit incliner l'avion. Risque élevé de contact de la nacelle moteur ou du bout d'aile si l'inclinaison est trop forte. Limite recommandée, ben, généralement 5 à 7 degrés maximum d'inclinaison. Au-delà, ben, ça risque de gratter le cowling du moteur. Pourquoi limiter l'inclinaison, le roulis durant l'atterrissage? Oui, on a tendance à penser que c'est le bout de l'aile qui va toucher, mais non, c'est pas le bout de l'aile. Le bout de l'aile peut toucher avant tout ça parce que ben, on est très incliné, mais haute altitude, dans le sens un peu plus haut que l'atterrissage. Mais là, on parle d'un atterrissage proche de la piste. Donc, si on est proche de la piste et on incline, ça va être la nacelle moteur qui va frotter et les fairings ici de flap, parce que c'est ça qui est vraiment proche. Ils sont vraiment bas. C'est comme un petit char sport, cet avion-là. Donc, oui, les wingtips, on va en parler, mais c'est surtout les nacelles moteurs et en dessous des ailes. Alors, pourquoi limiter fortement l'inclinaison ou le roulis, le roll, sur le Boeing 737 nouvelle génération? Bien, tout d'abord, les moteurs du 737 sont, comme on disait, relativement bas. Et le graphique Ground Contact Angles montre clairement que vers 15 à 17 degrés de roulis, la nacelle risque de toucher. Et même à 8 à 10 degrés, on commence à s'approcher des limites, puis surtout avec une faible attitude en tangage. Donc, règle générale, préférez une bonne coordination rudder-aileron avec les ailes presque plates plutôt qu'une forte inclinaison. Et coordination rudder-aileron, la technique recommandée est assez simple. En finale, crabe, donc aile à plat. Comme on disait, la première technique. Étape 2, pendant le flair, on remet le rudder dans le vent pour aligner le nez. Ensuite, les ailerons dans le vent pour contrer le roulis et garder les ailes à plat. Mais on n'en met pas plus pour pencher l'aile. On les garde à plat. Et si le vent vient, exemple de là, puis tu ne mets pas d'aileron, les ailes vont lever. Vous comprenez, on ne veut pas que les ailes lèvent. Donc, on va mettre du roulis du côté du vent pour abaisser l'aile à plat, encore une fois. Et le troisième point, au toucher et après, continuez à maintenir de l'aileron dans le vent pendant le roulage. Donc, n'oubliez pas que plus de rudder égale plus d'aileron dans le vent et les deux commandes doivent être coordonnées. Attitude au touchdown, si vous préférez, le graphique de body attitude. Oui, je vous présente deux graphiques avec le Short Field Performance Kit et sans, donc juste le 737-800 nouvelle génération, et avec le kit comme chez Air Inuit. Le graphique de Touchdown Body Attitude en kilogrammes et livres indique l'attitude en tangage, nose up, selon le poids, les flaps 30 ou 40 et la vitesse, donc VREF, VREF-5, VREF-10. Et avec le Short Field Performance plus 1, donc plus 1 c'est le Position Tail Skid comme on a chez Air Inuit, on peut viser des attitudes légèrement plus élevées. Et la zone grise supérieure, c'est un risque de contact fuselage tail skid. Et vous voyez, c'est marqué attitude limite, main gear strut extend et main gear strut compress. Donc, c'est sûr que si vous faites un hard landing, c'est compressé, vous allez la toucher bien avant que si vous faites un greaser, exemple. Mais ça va toucher quand même. Et l'objectif typique, c'est 5 à 6,5 degrés nose up selon le poids. Plus l'avion est lourd, vous atterrissez max landing weight comme chez Air Inuit, à chaque atterrissage, c'est quasiment max landing weight, plus l'avion est lourd, plus l'attitude, quand on parle d'attitude, c'est plus l'attitude, le nez de l'avion va être bas, donc l'attitude va être basse. Ground Contact Angles, normal landing. Oui, ce graphique est essentiel pour comprendre les limites de sécurité en combinant le tangage et le roulis. Il montre à partir de quel angle on risque de toucher la nacelle, le fuselage arrière, les volets et autre chose. On confirme qu'il faut rester très conservateur sur le roll angle en vent de travers, comme on disait depuis le début de la vidéo. Et des exemples de situations à risque ou des combos concrets qui mènent à un contact au sol dangereux pendant l'atterrissage normal, tout d'abord du côté de aft, fuselage, juste en haut. Mais ça, c'est le plus classique, un pitch élevé de 11 à 13 degrés plus roll faible de 0 à 5 degrés et on peut toucher. Par exemple, avec un poids léger, des flaps à 30, VRF-10 et un flair un peu long, assiette haute à plat. Et les risques, c'est contact direct du fuselage arrière avant que les struts principaux soient complètement compressés. C'est très dangereux, des dommages structurels importants. Du côté de la ligne à droite, le flap track fairing ou le carénage de ride de volet, c'est un pitch moyen de 6 à 9 degrés plus un roll modéré. Exemple concret, correction de dérive en vent de travers plus assiette un peu haute, poids léger, vitesse réduite. Et les risques, le carénage de flap touche en premier. Puis ça, c'est fréquent sur les 737 quand on a un roulis important pendant le toucher. Et du côté de la nacelle moteur et les cowlings, quand on regarde le pitch, c'est négatif. On parle de moins 1, moins 2 jusqu'à moins 4 degrés. Donc on ne veut pas incliner quand on a un faible pitch.
Et par exemple, un gros vent de travers, plus dérapage important, plus assiette basse pendant le toucher, trop de nose down ou flair raté. Et le risque, c'est un contact de la nacelle moteur au sol, des dommages graves au moteur et structure. Ça, c'est un des pires cas. Et du côté de la ligne nose gear, quand on regarde, ça prend un pitch négatif ou très faible, de 0 à -3 degrés, plus un roll quelconque. Par exemple, un atterrissage nose first ou trop de nose down en flair, surtout à poids lourd ou avec un vent arrière. Le risque, c'est un impact violent sur le nose gear, possible collapse ou dommage au fuselage avant. Donc, la règle d'or, garde ton pitch plus petit que 8 à 9 degrés, puis ton roll plus petit que 5 degrés au toucher quand tu es léger. Puis au-delà, tu rentres vite dans la zone rouge du graphique. Maintenant, le graphique Touchdown Body Attitude. Oui, dans l'FCTM, il y a plusieurs versions du graphique. Il montre le pitch de l'avion au moment où les roues touchent la piste. Mais de notre côté, il y en a 3 du côté du 737-800. Nous avons celui sans le SFP, celui avec le SFP à une position tail skid, puis celui avec 2 positions. Nous, chez Air Inuit, c'est le 1 position tail skid, fait qu'on va se concentrer sur lui et celui standard quand il n'y a rien. Alors tout d'abord, pourquoi le pitch est un peu plus haut sur le graphique SFP? C'est parce que l'option Short Field Performance, ça permet des vitesses d'approche plus basses. Et pour voler plus lentement, l'avion doit naturellement voler avec un pitch un peu plus élevé, et c'est exactement ce que montrent les graphiques. Et maintenant, pour le risque de tail strike, il faut regarder où les lignes se rapprochent des zones grises en haut. Et du côté du VRF, les lignes restent assez basses, autour de 5 degrés, peu importe le poids, donc le risque est faible. Mais dès qu'on descend en VRF -10, c'est là que le danger arrive, parce que le pitch monte beaucoup plus haut, surtout en flaps 40, les lignes pointillées. Sur le graphique SFP, même à poids léger, les lignes flaps 40 à VRF -10 montent dangereusement proche de la limite. Donc le vrai danger, c'est pas seulement lourd avec les flaps à 30, parce que sur notre avion avec SFP, arriver trop lentement en flaps 40, même léger, peut nous emmener très proche de toucher la queue. En résumé, faites attention à votre vitesse. Plus vous êtes en dessous de votre VRF, plus le pitch augmente rapidement, surtout en flaps 40 sur les avions équipés SFP. Alors, prenez pas de chance, gardez flaps 30 pour vos atterrissages lorsque vous êtes léger et que vous revenez à vide d'un cargo à Montréal, par exemple. Bonne pratique générale. Oui, c'est assez simple. Il faut privilégier la technique des crabes dans la majorité des cas, comme je vous disais, la première technique. Et en vent très fort, combiner un peu de crabe résiduel plus faible avec l'inclinaison. On parle de maximum 5 à 6 degrés. Et sur une piste contaminée, le crabe only peut être avantageux, oui, mais quand même, la technique numéro 1 pourrait fonctionner aussi. Toujours viser à toucher des roues principales avec une attitude positive et les ailes contrôlées. Et après le toucher, les ailerons dans le vent, plus rudder pour maintenir la piste. Et une règle d'or, mieux vaut un atterrissage légèrement en crabe avec les ailes plates qu'un fort bank angle risquant d'endommager la nacelle. Donc, n'oubliez pas que sur ce type d'avion, le vent de travers représente un vrai défi à cause de la hauteur relativement faible du fuselage par rapport au trait d'atterrissage. Et le risque principal, c'est pas de casser une aile, mais de toucher des éléments beaucoup plus bas comme la nacelle du moteur ou le carénage des volets. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, comme on disait, c'est pas le bout d'aile ou le winglet qui touche en premier. Si votre pitch est positif, le nez est légèrement cabré, plus de 1 degré et plus, c'est généralement le flap track fairing, le carénage des volets qui touche en premier. Par contre, si votre nez est bas, comme quand on atterrit très pesant, le pitch qui est proche de 0 ou même négatif, ça va être la nacelle du moteur du côté du vent qui va toucher en premier. Et le bout de l'aile, juste en dessous, la partie en dessous, ça s'appelle un split scimitar winglet. C'est un petit bout qui descend sous l'aile. Et le dégagement au sol, c'est pratiquement 3 mètres. Donc, on est loin de la piste. Oui, il est beaucoup plus haut que la nacelle. Il ne touche que dans des cas extrêmes, comme on disait, quand l'avion a déjà un roulis important pendant le flair, avant même que les roues touchent. Oui, l'incident le plus connu, c'est en avril 2016. C'est un Boeing 737-800 de Virgin Australia qui atterrit à Apia par forte pluie et de nuit en plus. Et l'avion a touché avec le nez bas et un roulis marqué du côté droit. Et la nacelle du moteur droit a frotté la piste. Ce qui est particulier, c'est que l'équipage ne s'en est même pas rendu compte sur le coup. L'avion a même continué à voler plusieurs vols avant que les dommages soient découverts grâce au système de monitoring des vols. Et cet incident montre à quel point il est facile de ne pas sentir un contact de nacelle, surtout de nuit ou par mauvaise visibilité. Mais comment réduire les risques? C'est ça la question.
Eh bien, la meilleure protection reste une bonne technique de base, bien exécuter son fameux check, close, hold, comme on parlait la dernière vidéo. Et en faisant un petit flair de 2 à 3 degrés et en maintenant un pitch positif, vous gardez le nez légèrement cabré, ce qui éloigne la nacelle du sol. Et en vent fort, il vaut parfois mieux garder un petit crabe résiduel de 3 à 5 degrés plutôt que de mettre trop de bank. Le roulis est beaucoup plus dangereux pour la nacelle que le crabe lui-même. Et le split scimitar winglet, ou le winglet avec la petite partie qui descend en dessous, n'était pas de série au début de la famille nouvelle génération. Il est arrivé en 2014 comme une option soit rétrofit ou installé sur les nouveaux avions. Il était surtout offert sur les Boeing 737-800 et 900ER. Et le Boeing 737-900ER, lui, en a eu un bon nombre en sortie d'usine vers la fin de la production. Et le 737-700, il y en a eu beaucoup moins. Donc, c'était pas vraiment... la nouvelle génération n'avait pas ça au départ. On en a mis progressivement. Puis c'est un kit qu'on pouvait installer. Puis, il y en a qui sont sortis d'usine avec ça, mais ça s'est fait plus tard. Et sur les Boeing 737 MAX, c'est pas la même chose parce que les MAX ont aussi un winglet split qui est divisé en haut et en bas. Mais ce n'est pas le split scimitar. Boeing l'appelle AT Winglet, Advanced Technology Winglet. Et les grosses différences, c'est le design qui est plus simple et plus droit que le split scimitar. La forme de la partie inférieure, le bout qui descend est différente et est conçu pour donner un peu plus d'efficacité aérodynamique et utilise la technologie Natural Laminar Flow. Et il est de série sur tous les Boeing 737 MAX, c'est pas une option. Et le dégagement au sol de la partie inférieure est à peu près le même, environ 10 pieds 2 pouces, c'est 3,10 mètres sur les deux. Bon, alors n'oubliez pas qu'un atterrissage vent de travers, c'est pas difficile. On fait notre technique check, close, hold. Ça, c'est standard. Et côté atterrissage, on n'oublie pas qu'on met des ailerons pour garder les ailes à plat. Donc, si vous voulez atterrir à mancher de même, vous pouvez, oui, c'est pas ma recommandation, mais vous pouvez sur une piste qui est quand même mouillée. Faites-le pas sur une piste sèche. Puis sinon, la technique préférée de tous, c'est le vent vient de ce côté, on garde notre crabe, on arrive au-dessus de la piste, on flaire, pas trop de bonhomme, mais au bon moment, on flaire, on remet avec le rudder notre avion complètement droite avec la piste, et puis c'est évident que hop, ça ressemble à ça. On va mettre des ailerons, pourquoi? Pour garder les ailes à plat. Et on va les garder justement après l'atterrissage au roulage. Donc assez simple, c'est la technique de vent de travers. La meilleure est recommandée par Boeing. Alors j'espère que ça va vous guider et là-dessus je vous souhaite une magnifique semaine. Fly safe!